Bonsoir à tous, élèves du terminal, heureux de vous retrouver. Alors dans la capsule de ce soir, nous allons commencer la première capsule destinée dans la matière de la chimie, programme du terminal, filière SVT et PC. Alors dans cette capsule, nous allons aborder quelques notions de base en chimie, à savoir comment définir une réaction chimique, comment établir le tableau d'avancement et bien évidemment traiter des questions qui reviennent le plus souvent dans l'étude des exercices en chimie. Alors avant de commencer, permettez-moi de vous présenter votre partenaire, votre soutien pour cette année, votre chaîne Fardari Channel, où vous allez trouver déjà des centaines de vidéos et de lives concernant le programme du terminal. Et pour cette année, j'ai décidé de refaire le programme en BIOF dès le commencement de tout le programme de l'année. Alors donc, je vous invite de se joindre aux abonnés et bien évidemment soutenir votre chaîne qui va vous accompagner tout le long de vos préparatifs. Alors pour les candidats qui ont l'envie ou plutôt qui ont décidé de passer un baccalauréat libre bio, et c'est pareil aussi pour les candidats scolarisés, vous pouvez se joindre au programme de cette année pour préparer votre bac à distance dans les meilleures conditions. Vous contactez le prof Fardari au numéro WhatsApp 06 19 04 48 45. Je mettrai bien évidemment à votre disposition le programme en totalité, en mathématiques, en physique-chimie et SVT. Et je rappelle encore une fois, c'est filière SVT et PC. Donc, vous pouvez me contacter au numéro WhatsApp, je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Alors donc, dans ce chapitre de réaction chimique, je tiens à vous rappeler bien évidemment que le nombre de points consacrés à la chimie en terminale lors de l'examen de fin d'année, c'est 7 points, alors que la physique, c'est 13 points. Alors dans ce chapitre, nous allons bien évidemment définir qu'est-ce que c'est que la chimie, définir une réaction chimique et bien sûr établir le tableau d'avancement. Alors tout d'abord, comment on peut représenter la chimie? La chimie est une science de la nature expérimentale qui étudie la composition de la matière et ses transformations. Alors donc c'est une partie de la nature qui permet bien évidemment de suivre de près les transformations de quelques espèces chimiques. Alors dans ce cas-là, comment on peut définir une réaction chimique? Alors une réaction chimique est l'action réciproque de deux ou plusieurs substances qui entraînent des transformations chimiques. Alors une réaction chimique, bien évidemment, c'est l'action entre des substances qu'on appelle des réactifs. Donc soit minimum 2, ou parfois bien évidemment il y a des composés, des substances qui se décomposent par eux-mêmes, mais l'essentiel, il faut qu'il y ait une action réciproque entre deux ou plusieurs substances en général, qui donnent des transformations chimiques, c'est-à-dire qui donnent ce qu'on appelle des produits. Alors là, voilà, vous avez un exemple modélisant une réaction chimique, alpha A plus bêta B, qui donne gamma C plus delta D. Faites très attention pratiquement à chaque composé de cette réaction chimique. Alors, il faut bien évidemment savoir que A et B, on les appelle les réactifs. C et D sont les produits, donc c'est le résultat issu de la réaction.
alors que les coefficients alpha, bêta, gamma et delta, on les appelle les coefficients stéchiométriques. Notez aussi que le numéro 1, en principe, c'est le sens direct, parce que bien évidemment, on suit toujours la réaction de gauche à droite, alors que le 2, c'est le sens indirect. Alors, bien sûr, il faut tout simplement noter qu'au cours d'une réaction chimique, il y a des interactions entre les différents atomes des réactifs A et B. Bien sûr, donc, on parle parfois de choc entre molécules ou bien atomes. Ces chocs doivent être efficaces pour que la réaction doit avoir lieu. Alors, la première chose à savoir concernant une réaction chimique, bien évidemment, c'est l'établissement du tableau d'avancement de la réaction. Alors, en principe, c'est un tableau que vous avez déjà rencontré soit l'année précédente en première année bac ou bien au tronc commun. Mais cette année, vous êtes censé vraiment le maîtriser parce que c'est le même tableau d'avancement que vous allez établir pour les autres chapitres, à savoir, par exemple, les acides, les bases, ou bien les transformations spontanées, par exemple les piles, ou bien les réactions d'estérification, hydrolyse que nous allons aborder cette année. Alors donc, pour ce tableau, bien sûr, il donne la variation de la quantité de matière en mol au cours du temps. À partir de l'instant T0 qui est considéré comme l'état initial, avec le symbole X qui est l'avancement de la réaction, et bien évidemment en passant par un état intermédiaire X, arrivant à l'état final, X final. Bien sûr, donc, c'est un tableau vraiment très important. Alors, en général, quand on vous demande de déterminer le tableau d'avancement, en général, la question qui vient juste après, c'est la détermination du réactif limitant. Alors, comment on va déterminer un tel réactif? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On suppose qu'à l'état final, que cette équation Na moins alpha x final est égale à 0. On va supposer que cette réaction est totale. Alors, on trouve x final 1, c'est Na, le nombre de moles du substrat A sur alpha. On va supposer aussi, dans un deuxième temps, la deuxième équation NB moins bêta x final 2 égale à 0. On trouve x final 2 est égal à NB, le nombre de moles du substrat B sur bêta. Alors, qu'est-ce qu'on fait juste après? On va comparer x final 1 et x final 2. Donc, il suffit de comparer les deux résultats trouvés. Alors là, on va supposer, bien évidemment, les cas possibles. Si Na sur alpha est strictement inférieur à NB sur bêta, alors dans ce cas-là, on peut parfaitement dire que A est le réactif limitant. Et dans ce cas-là, on peut dire que X max, l'avancement maximal, c'est X final F1. Alors, dans le cas, si NB sur bêta est inférieur à Na sur alpha, bien évidemment, alors B, c'est-à-dire le substrat, ou bien le réactif B est le réactif limitant. Dans ce cas-là, X max, l'avancement maximal est égal à X F2. Alors bien sûr, notons si Na sur alpha est égal à NB sur bêta. Dans ce cas-là, on peut dire que les deux réactifs A et B sont limitants. Alors, un rappel très important. Parfois, bien évidemment, vous êtes censé connaître comment déterminer les quantités de matière à l'état initial, c'est-à-dire au départ, ou bien à l'état intermédiaire, ou bien à l'état final. Alors donc, je vous donne quelques rappels que vous avez déjà connus. Alors là, je suppose la réaction chimique suivante, alpha A plus bêta B, qui donne gamma C plus delta D. Nous allons prendre le réactif A, qui est à l'état solide. Comment déterminer le nombre de moles de A? Nous savons que le nombre de moles de A, c'est la masse sur la masse molaire.
Le cas où le réactif A est à l'état liquide. Alors bien évidemment, dans ce cas-là, on va toujours utiliser la relation de base. La quantité de matière de A est égale à la masse sur la masse molaire. On va utiliser la notion de la masse volumique. Donc, nous savons que ρ, qui est la masse volumique, est égale à la masse sur le volume. D'où, de cette expression, on peut trouver que la masse est égale à ρ fois V, que nous remplaçons ici. Maintenant, supposons que le réactif B est à l'état gazeux. Nous savons bien sûr par une expression que nous avons déjà traitée que le nombre de moles du réactif B, c'est quoi? C'est le volume du gaz sur le volume molaire. Alors là, il faut faire très attention. Le volume molaire, donc c'est une donnée, parfois on vous le donne dans les données de l'exercice. Sachez que le volume molaire est égal à 22,4 litres mol moins 1 dans les conditions suivantes. 0 degré Celsius et la pression 1 atmosphère. Si on vous donne dans l'exercice le volume molaire, par exemple, 24 litres mol moins 1, alors dans ce cas-là, la température c'est 20 degrés Celsius, c'est la température ambiante, et 1 atmosphère. Alors bien évidemment, une réaction chimique dépend toujours des conditions réactionnelles. Alors une relation que vous avez déjà connue certainement l'année précédente, c'est la relation des gaz parfaits. Alors il y a certains gaz dans des conditions bien déterminées se comportent comme des gaz parfaits, d'où on vous propose la relation, la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Alors R, c'est la constante des gaz parfaits, il a deux valeurs dans le système international, soit R est égal à 8,34 ou plutôt 341 en pascal, mètre cube, mol moins 1, Kelvin. Donc faites très attention. Pour cette valeur de R, il faut que la pression soit en pascal, le volume en mètre cube, la quantité de matière en mol et la température en Kelvin. Alors comment, bien évidemment, trouver la température en Kelvin? C'est la température θ degrés Celsius plus 273,15. Donc voilà comment, bien sûr, trouver la température en Kelvin si on vous donne la température en degrés. Alors bien évidemment, on peut déterminer les concentrations molaires parfois. Par exemple, la concentration molaire du réactif A, on le sait, c'est la quantité de matière de Na sur B. Donc il est exprimé en mol litre moins 1. Alors bien évidemment, à partir de cette relation, on peut trouver le nombre de moles, c'est Ca fois V. Parfois, on utilise les concentrations massiques, Cm de A, c'est la masse de A sur le volume, il est exprimé en grammes litre moins 1. Alors voilà mes chers élèves, en principe ce sont vraiment les relations de base qui permettent bien sûr de faciliter vos calculs. Donc il y a d'autres relations que nous allons traiter au cours des exercices, comme les pourcentages, la densité. Donc on verra ça par la suite. Alors maintenant, sans trop tarder, nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction. Alors donc ça, c'est vraiment la première partie qui va vous concerner pour cette année. Une réaction redox, c'est quoi? C'est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons. C'est-à-dire, entre les réactifs, ils échangent des électrons pour former des produits. Alors dans ce cas-là, on parle d'un couple oxydant-réducteur. On note l'oxydant par l'écriture OX. Alors c'est quoi un oxydant? Un oxydant est une entité chimique ou bien une espèce chimique capable de gagner ou de gagner un ou plusieurs électrons. Donc la demi-équation électronique elle est modélisée par cette équation, OX plus N électrons qui donne le réducteur, noté RED.
Alors, je vous donne bien évidemment quelques exemples. L'oxydant, il est réduit au cours d'une réaction d'oxydoréduction. Je vous donne ici un exemple comme l'argent Ag++ plus un électron, il donne Ag solide. Le cuivre Ci2+, plus 2 électrons qui donne Cu solide. Aluminium 3+, plus 3 électrons qui donne l'aluminium solide. Donc vous verrez que ces oxydants, l'argent a gagné 1 électron, le cuivre 2 électrons, l'aluminium 3 électrons. Alors pour le réducteur, on le représente RED. C'est une espèce chimique ou bien une entité chimique qui est capable de perdre un ou plusieurs électrons. Alors, la réaction, la demi-équation électronique modélisée par RED qui donne OX plus N électrons. Alors, dans ce cas-là, le réducteur, il est oxydé. Je vous donne un exemple comme le zinc qui se transforme en Zn2+, plus 2 électrons. L'aluminium qui donne Al3+, plus 3 électrons. Donc, le couple oxydant-réducteur, les deux espèces, oxydant et réducteur, obtenus en passant de l'un à l'autre par un gain ou perte d'un ou plusieurs électrons. Donc, on parle des espèces conjuguées. Ils forment un couple oxydant-réducteur noté OX-RED. Donc, OX, passage RED, un gain ou perte d'électrons. Alors, nous verrons, bien évidemment, dans la capsule prochaine, qu'une réaction d'oxydoréduction est une réaction qui met en jeu un transfert d'électrons entre ces réactifs. Alors voilà, mes chers élèves, donc la prochaine capsule, nous aborderons comment établir une réaction d'oxydoréduction. J'attends vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.